Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui à Leto du russe Kirill Serebrennikov, un biopic musical sur une idole du rock soviétique, Viktor Tsoi, et son parcours au début des années 80 dans la Russie de Brejnev. Leto, qui veut dire l'été en français, a été présenté en compétition à Cannes cette année et il est sorti dans nos salles le 5 décembre pour servir ce Shot. J'accueille Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut. Thomas, tu tenais à recommander Leto, c'est un de tes gros coups de cœur de cette année 2018. Tu voulais nous en parler. Déjà, pourquoi Leto est un grand film selon toi et un gros coup de cœur de cette fin d'année? Mais pour moi, c'est un grand film parce que c'est très exactement l'antithèse de ce qu'on a pu s'infliger il y a quelques semaines en termes de biopic musical avec Bohemian Rhapsody, qui était un film Wikipédia qui était très maladroit, dans lequel il n'y avait pas de mise en scène, où il y avait un espèce d'effort idiot pour créer de la ressemblance entre l'acteur Rami Malek et Freddie Mercury. Tu vas pas de mort morte. Non, j'ai vraiment détesté le film. Et là, on est vraiment à l'inverse dans un film qui est un biopic musical, mais qui oublie pas d'être avant tout et surtout un grand film de cinéma avec de la mise en scène, avec des personnages intelligents et avec une inventivité folle, que ce soit en termes de narration, que ce soit en termes de mise en scène, d'effets visuels et même par rapport à la musique qui va être, à la manière d'utiliser la musique dans le film. C'est vrai qu'au tout début du film, si on ne sait pas ce qu'on va voir, on peut pas spécialement se douter immédiatement que ce sera un biopic musical, et en plus on ne sait pas vraiment qui sera le héros dès le début, puisqu'il n'y a pas une iconisation vraiment d'un seul personnage qu'on va suivre tout au long dans un biopic classique. Il y a une forme assez originale, d'autant plus qu'on s'intéresse aussi à d'autres personnages secondaires assez forts, dont ce personnage de Mike, qui est en fait le premier personnage qu'on va suivre, qui est un rocker dandy avec des Ray-Ban qui écoute du David Bowie, du Lou Reed, etc., et qui va petit à petit faire grandir la scène musicale rock underground en Russie. Et puis petit à petit, on va se décaler sur le personnage de Viktor Tsoi. C'est aussi là-dedans qu'on trouve l'originalité de ce film. Oui, et surtout que le premier personnage, vraiment, c'est pas Mike en fait, mais c'est Nastasia, c'est la femme qui va être au juste milieu des deux, enfin qui va être tiraillée un peu entre Mike et puis Viktor Tsoi, puisque le film commence vraiment, s'ouvre sur elle, puisqu'on la voit entrer de manière frauduleuse dans une salle de concert dans laquelle effectivement Mike se produit avec son groupe. Et c'est là où le film, moi, me touche énormément, c'est dans sa manière de déployer un triangle amoureux, mais qui est d'une délicatesse et qui est d'une bienveillance entre les personnages et d'une sensibilité entre les personnages qui est vraiment admirable. C'est rare de voir, je trouve, un triangle amoureux avec autant de bienveillance entre les personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, vraiment, qu'elle soit artistique entre Mike ou Victor. Il y a vraiment une forme de gentillesse, de générosité. On va prendre quelqu'un sous son aile alors qu'on est Mike au sommet de sa gloire et on va se sentir dépassé peu à peu, à la fois artistiquement et amoureusement, puisqu'il est en train de lui piquer sa nana aussi. Et il y a là, dedans, une sensibilité qui, moi, me rappelle beaucoup Jules et Jim de François Truffaut, qui mettait aussi en scène un triangle amoureux avec deux personnages masculins aux origines un peu différentes, puisqu'on avait un Français et un Allemand dans un contexte particulier, qui étaient amoureux de la même femme, qui était aussi en noir et blanc, et qui montraient des personnages avec un lien à l'art et la culture d'une manière assez particulière, et je retrouve ça dans Leto. Et ce triangle amoureux, je le trouve vraiment, mais il occupe la mise en scène, en fait. C'est ça qui moi, m'a bouleversé dans le film. Il y a une scène qui m'obsède depuis que je l'ai vue, c'est cette scène sur la plage, qui est la première fois, en fait, où Viktor Tsoi va rencontrer Mike et Nastasia. Du coup. Et il y a un jeu sur les profondeurs de champ dans cette scène et sur les regards. Il y a énormément de choses qui se passent parce que on voit bien que les gens qui admirent Mike n'osent pas vraiment réagir au talent de Viktor Tsoi auquel ils sont en train d'assister, parce qu'il interprète une chanson devant eux. Ils se disent, putain, en fait, le mec, il cartonne. Un talent brut, il vient de nulle part. Exactement. Et puis il a juste sa guitare, il a sa avec guitare son sur pote. le dos avec un pote, et puis ils sont là, est-ce qu'on peut jouer quelque chose? Et tout le monde observe Mike pour voir comment est-ce qu'il réagit. Est-ce qu'on ose dire à Viktor Tsoi qu'il a du talent? Et dès le moment où Mike va dire c'est bien, mais rajoute peut-être ce mot-là pour créer un couplet qui va être anthologique, mais là tout à coup tout le monde dit ah oui, c'est génial, c'est génial. Et on le voit au fond de la plage regarder, chercher du visage Nastasia, et là c'est déchirant comment la manière avec laquelle ses regards se croisent, se cherchent. Il y a vraiment une force émotionnelle dans ce
triangle amoureux qui, moi, me bouleverse. Et quelque chose de très troublant aussi, parce que comme tu l'as dit, Victor va piquer la nana à Mike, finalement, et Mike va le regarder avec bienveillance et va l'accompagner aussi dans son parcours musical, parce qu'il y a aussi le fait que Mike, petit à petit, est un petit peu sur le déclin. Victor Tsoi est en train, avec son groupe Kino, d'exploser. D'ailleurs, Kino et Victor Tsoi particulièrement sont des icônes en Russie, dans le rock soviétique de ces années-là, que nous, on connaît très très peu en Occident, mais il faut le savoir, là-bas, c'est un peu une idole du rock underground. Et puis finalement, Mike va l'accompagner dans la composition et on va s'intéresser à toutes ces subtilités qu'il peut y avoir dans le travail d'une chanson et petit à petit sa mise en forme sur scène. Et c'est là précisément où on voit que c'est pas un film américain ou que c'est même pas un film européen, parce qu'en fait, il s'agit pas de faire l'hagiographie de Victor Tsoi, on va juste raconter la genèse du premier album, de la première démo en fait de son groupe Kino. Et Mike, comme Victor et comme Nastasia, pourquoi est-ce que Mike est bienveillant à l'égard de Victor ? Eh bien, très précisément parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Et qu'est-ce qui les dépasse ? Eh bien, c'est l'urgence, c'est l'importance. Dans ce contexte politique particulier de la perestroïka au début des années 80 à Leningrad, eh bien, de faire vivre une scène underground musicale pour que les jeunes puissent libérer comme ça des émotions, des pulsions, des envies qu'ils ont en eux et qu'ils doivent eh bien, taire puisque le régime politique les surveille vraiment au doigt et à l'œil. Et donc, il y a vraiment... Il faut rester assis devant un concert, on nous le montre, et puis pas applaudir, et puis être vraiment rangé. C'est pour ça, je pense que le film on voit que le film est russe, parce que ce qui l'intéresse, et ce qui intéresse les personnages, eh bien, c'est de faire vivre quelque chose au-dessus d'eux, qui est une culture musicale qui est utile à la vie, non seulement la leur, mais aussi de toute une génération. Et on ne va pas bêtement faire la géographie d'un personnage. Moi, j'ai un petit problème quand même avec le film, pour vraiment crier au chef-d'œuvre et trouver que ce serait un de mes grands films de l'année. C'est la deuxième partie du film qui se concentre beaucoup plus sur ce triangle amoureux dont on vient de parler, et qui délaisse petit à petit tout ce qu'il met un peu en place et puis tout le focus qu'il a sur ce contexte politique et aussi par l'expression de sa mise en scène. Il y a des passages fantasmés avec des incrustations la mise en scène, de dessins. Elle est démente. La mise en scène est démente. En fait, ces personnages qu'on décrivait, qui sont dans un climat de grisaille politique et qui doivent se taire, qui n'osent pas exprimer leurs idées, et c'est là où l'utilisation de la musique est brillante dans le film, eh bien, c'est que la musique fait office de soupape et on va avoir des adresses aux spectateurs, donc les personnages vont briser le quatrième mur, il y a carrément un personnage qui n'existe pas dans la diégèse, qui regarde le spectateur et qui s'adresse à nous, les autres personnages ne le voient pas, et on va fantasmer une autre réalité. Exactement, et en fait la musique, au sens littéral du terme, elle devient une soupape et tout à coup on a comme ça des fulgurances en termes de mise en scène et en termes musicaux qui vont représenter la manière de s'évader de ces personnages. Quand ils vont interpréter des chansons de leurs idoles anglo-saxonnes, et bien du coup on a comme des parenthèses de comédie musicale dans un train avec une baston où tous les figurants commencent à entonner les chansons avec eux. On a même des rayures sur la pellicule qui rappellent un peu ce que Assayas avait fait avec Kirmavep. Donc c'est intelligent et c'est intéressant en termes de récit et en termes visuels, tout ce que n'était pas Bohemian Rhapsody. Il y a un concert aussi où on va justement imaginer que tous ces jeunes se lèvent et puis commencent à pogoter, acheter des trucs sur scène, etc. Et après on a ce mec qui vient nous dire tout ça n'a jamais eu lieu. Exactement. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que ce personnage, en début de film, quand on voit l'acteur qui joue Victor Tsoi, qui est un acteur aussi d'origine, qui est un Coréen en fait, il nous regarde, il regarde l'écran et il dit il ressemble pas du tout à Victor Tsoi. Et donc en fait, il se moque de ces biopics musicaux qui se plient en quatre et qui donnent des dentiers ridicules comme à Rami Malek par exemple, pour faire semblant que l'acteur ressemble vraiment au personnage qu'il est censé incarner. Ici, on n'est pas du tout là-dedans et c'est beaucoup plus juste. Et pour revenir sur ce que je disais, sur les réserves que j'ai sur le film, c'est que pour moi, toute cette partie-là, elle cartonne, mais vraiment la première partie du film, j'ai adoré tout ça et tout ce contexte politique qu'il arrive à placer et toute la critique aussi qu'il arrive à en faire, notamment avec ces fulgurances de la mise en scène, fantasmée, etc. Mais pour moi, il y a un peu un ventre mou dans cette deuxième partie qui s'intéresse beaucoup plus au triangle amoureux et puis petit à petit on va dire à la carrière de ce Victor Tsoi qui va évoluer, et je trouve qu'on laisse complètement de côté en fait toute cette partie-là et toute cette substance qui moi me passionnait dans la première heure. À l'inverse de toi, pour moi c'est une nouvelle force, une autre force du film. C'est pas un film qui va marteler un message politique, mais qui va prendre un contexte politique, le dresser en toile
toile de fond devant laquelle plutôt il va s'intéresser avant tout à des personnages. Et personnellement, je suis beaucoup plus ému par les destins de ces personnages, en sachant simplement, il suffit de le savoir, quel est le contexte historique et politique qu'il y a au moment où ces personnages vivent. Et du coup, comme c'est les personnages qui sont mis en avant, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à m'attacher à eux, à m'émouvoir pour l'histoire. Et je trouve que là, Kirill Serebrennikov évite vraiment de tomber dans l'écueil du je fais un grand film politique qui en plus est autoréflexif parce que Kirill Serebrennikov est assigné à résidence, il a dû finir le film à distance parce que pour une sombre histoire de détournement de fonds public, pour le budget qui lui était donné pour monter des pièces de théâtre, je crois, parce qu'à la base c'est un metteur en scène de théâtre. Donc ça n'a rien à voir avec Leto en fait. Ça n'a rien à voir avec Leto. Et moi en allant voir le film, je me suis dit bon, parce que j'avais vu son précédent film qui s'appelait L'élève, je crois, et qui avait un message politique un peu lourdeau, et là je redoutais vraiment cette correspondance, et puis je redoutais qu'il se serve de cette histoire pour parler de lui, et en fait c'est pas du tout le cas, et c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et moi, contrairement à toi, je suis content qu'on accompagne avant tout les personnages, parce que je trouve leur destin déchirant. Le final qui consiste simplement en un passage de témoin où aucun mot n'est prononcé. À nouveau, c'est que des regards. Et bordel, le regard de Nastasia, à ce moment-là, qui regarde Victor Tsoi sur scène, et moi, ça m'a mis en lambeaux. Et parce que c'est les personnages qui sont en avant. Ouais, c'est ça. Et on le sait, on connaît le contexte politique. Il est assez traité dans le film pour comprendre à quel point ces destins, du coup, sont particuliers et résonnent de manière particulière. Non, en fait, du coup, ce qui m'a peut-être un peu gêné, mais ce qui fait aussi la force de ce film, qui est du coup assez surprenant, c'est qu'il y a un vrai changement de ton entre la première et la deuxième heure. Moi, je trouve que à la fois dans le récit et dans la mise en scène, on change un petit peu de style de film. Ça devient de plus en plus mélancolique. C'est ça. Il y a une grande mélancolie dans le film qui, effectivement, gagne de plus en plus de place. Et c'est pas pour me déplaire. Non, vraiment, parce que vraiment, on arrive, tout converge vers un final que je trouve absolument déchirant. On va même pas insister sur le fait que Victor Tsoi est mort très jeune dans un accident de voiture. On n'a pas besoin de le dire. On comprend que ces jeunes-là, il y a quelque chose de tragique qui arrive, on comprend qu'ils n'auront pas forcément une vie heureuse, et tout ça est suggéré de la plus belle des manières. C'est vraiment, vraiment déchirant. Et pourtant, le film est reparti bredouille de Cannes, alors qu'il a marqué les esprits. J'ai vu pas mal, dans la presse francophone notamment, de journalistes qui avaient vraiment il est dans le top de nombreux magazines. Les Cahiers du cinéma l'ont mis dans leur top 10. Je crois que la 7e Obsession aussi. Je sais pas, pour répondre à ta question, à ta remarque, dis-toi que dans le jury de Cannes, il y avait Léa Seydoux. Je sais pas si ce genre de personnes sont très sensibles aux qualités esthétiques d'un film comme Leto. Mais non, c'est un vrai grand film de cinéma, et c'est incompréhensible comment il a pu repartir bredouille de Cannes. On a donné la mise en scène à un film en noir et blanc aussi, Cold War. Que je trouvais beaucoup plus démonstratif dans sa mise en scène, qui était vraiment un film de deux metteurs en scène et qui existait presque que pour ça, que je trouvais très froid en termes d'émotion. Et là, c'est le contraire. On a un noir et blanc qui est très naturel, qui est pas du tout saturé, et comme on le disait, c'est les personnages qui sont vraiment mis en avant. Et ce que je trouve encore plus triste, parce que voilà, repartir Bredouille de Cannes, c'est pas le premier chef-d'œuvre qui repart Bredouille de Cannes, mais par contre, ce que je trouve vraiment triste, c'est de voir sa distribution catastrophique dans les salles romandes. Il faut aller dans les petites salles alternatives, pratiquement, à moins que vous habitiez Genève ou Lausanne, pour trouver Leto. Neuchâtel, il passe qu'au cinéma minimum. C'est juste un scandale, quoi. À Lausanne, vous le retrouverez notamment à Pâté les Galeries. Et puis, un petit peu partout en Suisse romande, dépêchez-vous parce que c'est sorti le 5 décembre. Et puis, avec toutes les sorties qui arrivent, c'est pas dit que Leto fasse une grosse carrière, en tout cas dans nos salles. Donc voilà, c'est le conseil de Thomas Gerber, un conseil de l'année et plus particulièrement de cette fin d'année, du mois de décembre. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, c'est Leto de Kirill Serebrennikov que vous pouvez voir en salle. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du film sur nos réseaux sociaux et puis écouter tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous dit à bientôt.